C'est parti pour un nouvel épisode du Book Club, le club de lecture de France Culture qui poursuit tous les jours sa mission de vous donner envie de lire. Soyez toutes et tous les bienvenus. Ce midi, nous interrogeons une notion qui a été et qui est toujours porteuse d'espoir et d'espérance, l'émancipation. Comment comprendre cette idée? Comment les Français s'en sont-ils emparés dans l'histoire? Cette quête de liberté est-elle individuelle ou collective? A-t-elle une résonance aujourd'hui dans une France qui vit un mouvement social de grande ampleur? On a plein de questions et on va les poser évidemment à nos invités avec les lectures assidues comme tous les jours de la communauté du Book Club. Au temps du mouvement ouvrier organisé, l'émancipation n'était que collective et concernait la part active de l'humanité. Mais pour limiter les divergences, sinon la concurrence entre les causes défendues et échapper au piège du confort victimaire, il faut renvoyer sans cesse au capitalisme néolibéral. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Les voix d'Auguste et de Nelly, lecteurs et lectrices du Book Club, qui nous accompagnent tout au long de cette émission. Bonjour Michel Rios-Arcet. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine, d'histoire du genre à l'Université Paris 8 Saint-Denis, historienne du politique et du féminisme. Vous publiez aujourd'hui aux éditions La Découverte une fresque historique du XXe siècle que vous avez intitulée « L'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle ». Vous aviez déjà publié en 2016 une histoire souterraine du XIXe siècle en France que vous aviez intitulée « Le procès de la liberté », qui est d'ailleurs réédité aujourd'hui. La liberté d'agir, l'émancipation, quelle définition vous mettez derrière ces mots? Est-ce que d'ailleurs ce sont des synonymes pour vous? D'un certain point de vue, ce sont des synonymes et moi je ne fais que reprendre l'idée mise en mots par Pierre Leroux qui lui-même reflétait l'expression critique en actes des ouvriers de la première moitié du XIXe siècle. La liberté, disait-il, c'est le pouvoir, attention pas la capacité, le pouvoir d'agir dans tous les domaines, intellectuels, politiques, social. Et j'ajouterais, les femmes des années 1830 ont ajouté la liberté privée, puisque l'une d'entre elles expliquait que les révolutions ne se font pas sur les barricades, mais se font dans les alcôves. C'est vous dire que cette idée est ancienne et surtout qu'elle a été portée par des individus du peuple et portée pour tenter d'achever les promesses de la Révolution qui s'étaient arrêtées en quelque sorte à l'idée que la bourgeoisie s'est faite de la Révolution et qui voulait arrêter le processus. Et ce processus, c'était précisément la liberté en acte pour tous et chacune. On peut intervertir du coup le mot liberté, le mot émancipation? Alors, la question d'émancipation, elle est très ancienne. Depuis toujours, les individus espèrent vivre dans un monde où le bonheur est permis à la totalité de l'humanité. Et donc, à différents états, dans différents espaces, dans différents moments, certains, les lettrés en particulier, se sont posé la question de l'émancipation. Et l'émancipation était celle qui conduisait à se libérer soi-même des contraintes qui nous enferment. Et donc se libérer soi-même des contraintes qui nous enferment, des représentations qui nous assignent à des identités déterminées, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant et qui est toujours en devenir. Puisqu'à chaque fois, l'ordre hiérarchique se reconstitue, la domination se reconstitue, et les contraintes, je dirais, s'accentuent. En particulier, au XIXe siècle, lorsque la révolution industrielle, soit dit en passant, seule révolution qui ait véritablement été réalisée, eh bien, cette révolution industrielle, où le progrès technique l'a largement emporté sur le progrès de l'humanité, sur le progrès de l'esprit humain, cette
industrialisation a conduit à une assignation à des contraintes beaucoup plus importantes, c'est-à-dire l'exploitation, mais aussi, sans perdre de vue, la domination. Or, souvent, les idéologies qui se sont substituées aux collectifs, aux expériences collectives de la première moitié du XIXe siècle, ont oublié la moitié du terme de l'émancipation, ont oublié la domination en valorisant la lutte contre l'exploitation, l'aliénation. Alors pour réfléchir avec nous ce midi dans le Book Club autour de cette idée d'émancipation, nous avons également convié François Cusset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'études américaines à l'Université Paris-Nanterre, l'auteur d'une douzaine d'essais et de romans, et vous publiez aujourd'hui ce texte dans la collection Tracts Gallimard, un tract intitulé « La haine de l'émancipation, debout la jeunesse du monde ». Un tract qui, dites-vous, traite d'un mot blessé. L'émancipation, c'est un mot qui a été abîmé, selon vous ? Oui, c'est un mot éminemment problématique. Le mot blessé, c'est une belle expression du philosophe Daniel Ben Saïd, qui le disait du communisme. Mais on pourrait effectivement le dire de l'émancipation, au sens où le dit très clairement Michel Ríos-Sarcey, c'est-à-dire qu'il a été confisqué idéologiquement par un ensemble d'appareils, de projets, par une ossification des États. Voilà, la révolution russe et son projet émancipateur ont donné la dictature soviétique, etc. Donc à ce titre, c'est un mot blessé, c'est un mot compliqué. D'ailleurs, mon tract est un texte très rapide, mais je me pose la question à la fin de savoir si on pourrait peut-être l'abandonner. Mais reste à savoir par quoi on le remplacerait. Le définir, il ne faut jamais définir ces choses-là, parce que justement, il faut les laisser ouvertes. Il y a une définition très ancienne qui est romaine, qui date de l'époque de l'esclavage, qui est l'affranchissement, c'est-à-dire la libération donnée d'en haut à l'esclave. C'était encore le cas, par exemple, avec l'abolition de l'esclavage aux États-Unis au XIXe siècle. Ce qui pose un problème éminent, dont vous parlez très bien, Michel Ríos-Sarcey, qui est que c'est incompatible avec l'auto-émancipation. Oui. Si on émancipe de l'extérieur, ça n'est pas une émancipation. Michel Ríos-Sarcey disait c'est le pouvoir de se libérer soi-même. Donc on est acteur, c'est pas quelqu'un qui vient vous libérer. Donc là, c'est là où il y a peut-être une confusion entre les deux mots. C'est vraiment la condition de l'émancipation, et la condition de l'émancipation individuelle et collective, parce qu'on ne se libère pas tout seul. La liberté, nous sommes libres, l'individu est libre, à condition que son interlocuteur en face le soit. C'est donc tout un processus auto-organisé, et les expériences de la première moitié du XIXe siècle sont extrêmement éloquentes, contraints par la société qui ne donnait aucun droit aux ouvriers. Les sociétés de secours mutuel, les sociétés de résistance ont permis l'auto-organisation qui a généré justement cette définition. Alors, il est vrai que cette définition n'est pas définitive, si je puis dire. Il est nécessaire de voir ce processus en devenir, parce que toujours, elle est remise en jeu par la domination qui se rétablit, par l'ordre qui se rétablit. C'est d'ailleurs le slogan, le principe, le fondement de la Première Internationale. Vous dites, François Cusset, c'est une définition qui évolue en permanence et qui bouge, comme vient d'expliquer Michel Ríos-Sarcey. Oui, c'est-à-dire que là, on est dans des paradoxes. Donc il y a d'abord le paradoxe de la capacité ou du pouvoir d'agir, c'est-à-dire est-ce qu'on peut s'émanciper soi-même, et qu'est-ce que c'est que l'organisation collective ou le surgissement dans certaines circonstances d'une émancipation autonome. Mais il y a deux autres paradoxes dans le mot d'émancipation, encore plus problématiques si c'est possible. Il y en a un qui est qu'il s'agit, avec l'émancipation, d'un arrachement à la contrainte, à l'empêchement de liberté, donc c'est une définition négative, qui souvent a été associée à la tradition. C'est-à-dire émanciper, c'était s'arracher à la tradition. Et je pense que ce sens-là de l'émancipation est en crise ou a atteint ses limites aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut aussi réancrer, on en parlera peut-être, ce travail d'émancipation sur un terrain, dans des communautés, dans des groupes, dans des collectifs, sur Terre, la Terre au sens écologique du terme, et pas seulement l'imaginer hors sol comme un projet vague et abstrait. Et puis, il faut donc lui donner, dernier paradoxe, un contenu positif. Donc, il faut réouvrir les possibles. Or, qui définit les possibles, qui propose les possibles, sinon précisément ceux qui ont la parole, ceux qui ont le savoir, ceux qui souvent ont le pouvoir. Donc, on revient sur le premier paradoxe, qui est réouvrir les possibles. Dans quels termes ? Le mouvement actuel contre la réforme des retraites est pour
ça fabuleux, il est extrêmement joyeux, parce qu'il s'agit justement de redéfinir ces possibles en ouvrant le spectre au maximum. On le voit dans les slogans, dans les discussions, voilà, bien au-delà de la simple opposition à une réforme. Les paradoxes sont nés des fausses interprétations, ou des limites, ou des entraves à l'émancipation. Parce que si on suit à la lettre les écrits de ceux qui ont lutté pour l'émancipation, je pense en particulier aux Juifs, y compris pendant la Révolution française, avant la Révolution française et pendant la Révolution française, il était clair que l'émancipation prenait des voies très singulières en fonction de l'individu qui espérait devenir libre. Il faut, disait-il, se libérer des traditions tout en gardant son héritage. Et après coup, entrer dans la communauté qui vous reçoit, on doit entrer dans la communauté en fonction de ce que l'on est, de ses singularités. C'est-à-dire que cette communauté doit accepter la dissemblance, doit accepter la multiplicité identitaire. On n'est jamais l'identique à l'autre, et surtout pas l'identique à l'un. Et tout ce processus a été parfaitement compris pendant tout le XIXe siècle par ceux qui accédaient et voulaient accéder à la liberté, mais a été entravé, d'une part, par le libéralisme, le capitalisme, le libéralisme politique qui a directement s'est approprié l'héritage de la Révolution française, et ensuite par les porte-paroles qui ont voulu revenir à l'idée d'affranchissement, c'est-à-dire de sortir l'autre de son aliénation sans le concours de l'expérience individuelle et collective dont il était à l'origine de l'idée d'émancipation. Alors, on va évidemment y revenir, mais comme vous me lancez sur l'idée de capitalisme et de libéralisme, on va écouter Auguste, qui a lu, François Cusset, votre tract « La haine de l'émancipation, debout la jeunesse du monde ». Et voici ce qu'il en a retenu. Il vous pose aussi une question. J'ai découvert totalement par hasard le tract rédigé par François Cusset. Il y a d'abord deux choses qui m'ont interpellé et poussé à le lire. Donc c'est avant tout le titre. Et je me suis demandé, mais qui peut donc bien être haineux à l'égard de la jeunesse qui cherche à s'émanciper, et surtout, pourquoi ? Et dans le résumé, il y a l'utilisation du terme woke, terme qu'on entend aujourd'hui partout et dans toutes les bouches, et qui le plus souvent sert à dénigrer les combats d'aujourd'hui. Donc lire un auteur engagé et partisan, mais qui, par sa posture scientifique, a su garder une réelle objectivité, m'a permis de comprendre la multitude des combats qui animent la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi ce qui la fragmente. Et je rejoins l'auteur lorsqu'il évoque la nécessité d'une convergence ou d'une globalisation des luttes, notamment lorsqu'il dit, je cite, « Mais pour limiter les divergences, sinon la concurrence entre les causes défendues, et échapper au piège du confort victimaire, du narcissisme doloriste, il faut renvoyer sans cesse au capitalisme néolibéral. » Et donc, je m'interroge sur comment ou est-ce qu'on peut encore aujourd'hui prendre à son propre jeu le capitalisme et en faire un véritable levier des luttes sociales actuelles. Réponse de François Cusset, si vous en avez une. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui prendre le capitalisme à son propre jeu pour en faire un levier des luttes sociales actuelles? Non. Auguste. C'est une très très bonne question, évidemment, qui nous fait toucher aux limites et du mouvement actuel et de toutes les luttes d'émancipation. Le point de départ de la question est très très juste, c'est que nous sommes en guerre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, donc, autour de ces histoires de woke, qui sont le point de départ de mon petit texte, il y a quand même une guerre idéologique, et une guerre d'ailleurs directe, menée, alors là c'est pas directement le capitalisme, menée par l'extrême droite, ce qu'on appelle l'alt-right mondialisée désormais, au pouvoir dans certains pays, au pouvoir idéologique ou médiatique ailleurs, et qui effectivement insulte la jeunesse, présente les mouvements minoritaires ou dits identitaires comme des menaces pour la civilisation, et appelle à leur répression ou leur interdiction. C'est ceux que vous appelez les nouveaux croisés dans votre livre. Quand Auguste demande qui sont ces personnes qui ont de la haine envers la jeunesse, vous pensez à eux ? Oui, alors il y a un phénomène générationnel, puisque parmi ceux-là, effectivement, il y a des chroniqueurs ou des idéologues qui sont d'une certaine génération et qui
voit très, très, très mal cette génération jeune se lever de cette façon et défendre ces causes-là. Mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on a aussi des gens de la gauche à l'ancienne qui, face à l'éclatement des causes, face à ces questions qui effectivement sont aussi des questions identitaires, que ce soit d'identité sexuelle, de transition de genre, d'identité ethnique liée à la migration, aux réfugiés, etc., sont mal à l'aise puisqu'ils y voient une menace pour l'unité, la vieille unité des combats et des luttes qui était finalement leur tradition. À quoi effectivement il faut répondre qu'un axe commun est possible, qui ne sera pas une convergence mais plutôt une confluence, qui sera lié centralement à la lutte contre le capitalisme et contre ses ravages subjectifs, ses ravages idéologiques et ses ravages évidemment écologiques. Donc c'est de ce point de vue-là. Alors, pour répondre un peu plus concrètement, les seules expériences, effectivement, de mise en défaut du capitalisme néolibéral sont locales, extrêmement locales et limitées. Mais à cette échelle-là, beaucoup de choses sont possibles. Donc il y en a qui sont aujourd'hui mythiques parce qu'elles durent, telles que l'expérience des Indiens japatistes au Mexique. Il y en a qui sont locales, y compris dans nos pays, des communautés justement de jeunes qui se mettent largement en marge de la société, à plus grande échelle. C'est tout l'objet du livre de Michel Rio-Sarcey, elles sont vite confisquées idéologiquement par des appareils d'État, c'est tout le problème. Alors justement, vous n'avez pas beaucoup hésité pour répondre à cette question. Est-ce que la lutte contre le capitalisme peut servir de levier aux luttes sociales actuelles ? C'est non, Michel Rio-Sarcey. Je n'ai pas hésité parce que la question était un peu trop schématique. C'est-à-dire que les luttes, bien sûr, sont toujours porteuses d'émancipation. Mais il faut aller au-delà de la lutte pour tenter de rétablir, de réinvestir les expériences anciennes avec le sens donné au mot émancipation, émancipateur, liberté. Et donc, rien ne vaut l'expérience collective à l'intérieur de laquelle le processus se constitue et l'institution, si vous voulez, se met en place pour faire en sorte de permettre le maintien de l'expérience. C'est ce qui s'est passé dans certaines associations. J'en cite, et c'est une des conclusions de mon livre, je donne la parole à Ambiance Bois, sur le plateau du Limousin, où cette organisation, ce collectif, dure depuis 30 ans, avec égalité des salaires, et tout ce que ça implique pour essayer de, je dirais presque, d'être à la marge du système actuel. Et cette marge est nécessaire parce qu'elle permet à la fois d'anticiper sur la société à venir et de mettre en cause l'ordre existant, l'ordre de domination, l'ordre hiérarchique. Mais les 3/4 du temps, on voit d'ailleurs avec les mesures de Darmanin aujourd'hui, les 3/4 du temps, ce processus que j'ai appelé, moi, le réel de l'utopie, à la fois critique à l'égard du système et anticipateur dans le devenir, ce réel de l'utopie n'est pas acceptable, n'est pas conciliable avec l'ordre existant. C'est pourquoi la répression le plus souvent s'abat, et c'est pour ça que ces expériences sont le plus souvent éphémères. Il y en a partout dans le monde, au Mexique, en Argentine, au Chili. Tout ce qui s'est passé au Chili ces dernières années nous le montre. Bien sûr, dans tous les domaines où il y a cette forme de résistance, mais cette forme de résistance, en France, on le voit, il y a toutes sortes de collectifs. Alors bien sûr, ça demande une coordination, ça demande une recension systématique, ça demande une visibilité. Cette visibilité n'est pas donnée par les médias, n'est pas donnée par le système médiatique, au contraire. C'est pourquoi c'est difficile de rendre visible ce qui délibérément est rendu invisible. Mais c'est une nécessité. C'est la même idée, pardon, Michel Rio-Sarcey, quand vous dites que la liberté a perdu son sens émancipateur, qu'elle a été entravée, que c'est une histoire qui est occultée dès le début du XXe siècle. C'est-à-dire que là, on prend des exemples d'aujourd'hui, mais il y a plus d'un siècle, c'était déjà le cas. Bien sûr, la liberté a toujours été entravée. Si on prend les possibles ouverts par les Lumières et la Révolution française, mais pas simplement la Révolution française, la Révolution anglaise, la Révolution américaine, tout ceci a été arrêté par une interprétation libérale qui a limité
la liberté à ceux qui la possédaient déjà, c'est-à-dire les hommes de savoir, les hommes lettrés qui avaient du temps pour gérer la chose publique. Et très vite, les capacités de ceux qui savaient ont été données comme des capacités supérieures face à un monde très large, dominé, sous tutelle et dépendant. On a maintenu cette dépendance en décrétant que les différences naturelles étaient des inégalités naturelles, avec tout ce que ça implique comme dépréciation et comme assignation à l'assujettissement de ceux qui savent et de ceux qui dominent. Et ce processus a duré. D'un certain point de vue, le point de vue de Sieyès qui distinguait les capacités des uns par rapport à l'incapacité des autres, citoyens actifs, citoyens passifs, c'est devenu le mode d'être de nos républiques et nous sommes les héritiers de ça. Les passifs ont été protégés en constamment déléguant leur pouvoir de souverain, en particulier le pouvoir de législateur. Dès le milieu du XIXe siècle, l'interdit s'était dressé contre celles qui osaient réclamer pour elles-mêmes et par elles-mêmes leur émancipation. Proudhon y avait pris sa part, lui qui, en 1849, sommait les socialistes de ne manifester aucune solidarité envers Jeanne de Rouen, qui osait revendiquer son appartenance au socialisme réel en se présentant aux élections législatives partielles. Le théoricien, considéré à tort comme le père de l'anarchie, a pleinement réussi. Au temps du mouvement ouvrier organisé, l'émancipation n'était que collective et concernait la part active de l'humanité. De l'idée d'émancipation individuelle, on était passé imperceptiblement à la nécessité d'émanciper les masses et les nations. Notre lectrice Nelly, qui a lu donc un extrait de l'Émancipation entravée de Michel Rio-Sarcey, l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle, aux éditions La Découverte. C'est éminemment politique et ça interroge aussi le rôle du citoyen dans la société, Michel Rio-Sarcey. Oui, bien sûr, cet exemple de Jeanne de Rouen, je le connais et je le suis depuis ma thèse « La démocratie à l'épreuve des femmes ». Et ces femmes d'exception, d'une certaine manière, qui n'ont cessé de revendiquer pour elles-mêmes et pour leurs compagnes l'universalité des droits, elles sont allées jusqu'au bout de leur réflexion, jusqu'au bout de leur aspiration, jusqu'à se présenter, comme Jeanne de Rouen, aux élections partielle législative de 49, à l'encontre même des représentants dont Proudhon, qui considérait que l'entrée des femmes dans la République et dans le socialisme allait déconsidérer le socialisme lui-même. Il l'a emporté, puisque les femmes ont eu énormément de difficultés à entrer dans l'espace public et à pénétrer dans les organisations qui ont été longtemps réservées aux hommes. C'est dire que cette dimension critique appartient à la population et n'a cessé d'être entravée au nom justement de la libération des masses qui étaient aliénées, de la libération des personnes dépendantes, et ça continuait y compris avec la décolonisation. La décolonisation, c'était la lutte de libération nationale. Le nationalisme l'a très vite emporté sur l'auto-émancipation, sur l'auto-organisation, qui plus est bien sûr avec les difficultés que ça représente dans les guerres de libération. Passerelle évidente avec votre éveil critique, c'est comme ça que vous le qualifiez, François Custet, dans votre tract. Oui, d'ailleurs, bon, votre livre est parcouru par ces figures justement de l'éveil, par des figures féminines, qu'il s'agisse d'Emma Goldman, de Simone Veil, de Claire Desbarres, voilà, qui est vraiment le féminisme, voilà, le premier féminisme, celui du 19e siècle. Et finalement, ces figures sont des figures de guetteurs et de guetteuses qui pérennisent ou maintiennent en éveil justement ces luttes qui échouent les unes après les autres. Parce que ce dont on est en train de parler, qu'est-ce qui entrave l'émancipation ? Avant la rigidité des appareils d'État, la récupération, la confiscation, etc., c'est tout simplement le retour de bâton. C'est-à-dire que toute période de conquête de droits, de progrès social, d'avancée, est suivi non pas d'un retour complet, mais d'un grignotage, d'une reconquête inverse de territoire, de ce que les marxistes autrefois appelaient une contre-révolution. Toute révolution est suivie d'une contre-révolution. Et c'est bien dans celle-là qu'on se situe
Là, il faut faire effectivement un peu d'histoire. C'est-à-dire qu'on est dans un moment historique assez particulier où, après, on a eu finalement une séquence qu'on peut appeler émancipatrice, après la Deuxième Guerre mondiale, où un certain nombre de signaux allaient dans ce sens, qu'il s'agisse de la décolonisation des 2/3 finalement des terres émergées sur la planète, qu'il s'agisse de l'éveil de la jeunesse et de sa révolution culturelle et juridique, qu'il s'agisse aussi d'un système capitaliste qui était plus modéré, État social, etc. On paye depuis 40 ou 50 ans très très cher cette séquence émancipatrice sur laquelle finalement on est en train de revenir à tout point de vue, qu'il s'agisse de violences sexuelles, qu'il s'agisse de racisme culturel, qu'il s'agisse de cette reconquête finalement de ce qui avait été obtenu. Et c'est en ça vraiment qu'on est en guerre. Donc finalement, contre cette fatalité de la contre-révolution ou du retour de bâton, on a besoin de ces veilleurs, on a besoin de cette mémoire des luttes, d'où l'importance dans le livre de Michel Rioux-Sarcey de la figure évidemment de Walter Benjamin, qui a écrit des textes magnifiques sur cette idée qu'il y a finalement une permanence comme ça de la mémoire des luttes qui échouent, et que ces luttes qui échouent, par la permanence de cette mémoire, recommencent sans cesse. C'est de ça qu'il s'agit dans l'émancipation, finalement, d'un combat à la fois impossible et indispensable. On y est vraiment aujourd'hui. La difficulté pour la période qui nous a précédés et qui nous précède, c'est qu'il y a eu, non pas un paradoxe cette fois-ci, mais une illusion. On a laissé entendre que libérer les masses, c'était libérer la totalité des individus assujettis à des assignations multiples, sociales et identitaires. Et on a cru que l'État social, qu'on a appelé peut-être à tort l'État-providence, allait sauver l'humanité, et en même temps, en sauvant tous ceux qui étaient dépendants, c'est-à-dire les anciens colonisés, en aidant les luttes de libération nationale. Mais très vite, les individus comme Lumumba et comme bien d'autres, comme Frantz Fanon, ont été un petit peu arrêtés, entravés dans leur critique du système et dans leur critique aussi des bureaucraties ambiantes qui empêchaient justement l'expression autonome, l'expression concrète avec l'expérience collective d'auto-émancipation, y compris au Vietnam. C'est-à-dire que les difficultés des guerres de libération avec les massacres qu'ils ont engendrés ont un peu écrasé toutes ces expériences autonomes qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire entendre, de faire revivre, et qui renaissent, comme l'a dit très justement Walter Benjamin, dans le souterrain des mémoires. Et le souterrain des mémoires fait que, obligatoirement ou sans même qu'on en ait conscience, les uns et les autres, comme ça s'est passé dans le printemps arabe et dans le mouvement des places, on retrouve l'origine du mot liberté dans tout le sens critique du livre en acte, dirait le libertaire du 19e siècle, du livre en acte, qui permet de se ressaisir, de se réapproprier les mouvements d'auto-émancipation, comme le Irak l'a fait là tout récemment, en se réappropriant ce qui lui avait été confisqué, en redémarrant l'histoire en 1962. Et ça, c'est extrêmement important. Cette réminiscence, cette résurgence d'un passé oublié qui jamais n'est véritablement enfoui sous les décombres du système. En discutant, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une forme d'émancipation, François Cusset parlait d'un retour de bâton, qu'il y a une forme de répétition, d'une sorte de mécanisme, de mécanique qui se répète. On va écouter Nelly, qu'on a entendu tout à l'heure, qui a lu un extrait de votre livre, Michel Rioux-Sarcey. Son impression de lecture de votre travail, on l'écoute et on commente juste après. Ce livre a fait écho à mon cheminement personnel, même si nous vivons au XXIe siècle. Mais les problématiques actuelles restent malheureusement les mêmes. À savoir, comment concilier un désir d'émancipation face à une société se disant libérale, mais qui pourtant étouffe tout désir de liberté, voire même d'équité. Personnellement, en tant que femme, sans enfant, ayant des problèmes de santé et surdiplômée, je me vois stigmatisée, voire même mise de côté par cette société qui se dit profondément ouverte à toute diversité. Ces aspects, ces notions ont tué finalement à petit feu la notion que je me faisais de la démocratie de mon propre pays, la France,
Comment dès lors composer avec un désir de liberté face à ma société, à une société qui œuvre à une globalisation de la pensée, des actes, voire même des votes et d'une politique. Merci beaucoup pour votre émission et bonne journée. Au revoir. Merci Nelly. On va évidemment revenir parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Nelly, mais j'imagine que ça vous ne surprend pas que ce que vous racontez dans votre livre fasse écho à ce que vivent aujourd'hui des hommes et des femmes. Oui, parce que être libre, ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission, ça suppose que l'autre le soit. Et donc, si chacun était également libre, nous serions en démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie? C'est le débat, et à l'issue du débat, voire de la polémique, il y a le vote éventuel. Et donc, ce processus de discussion, c'est précisément la population, dans sa diversité, qui s'en empare, et qui doit être partie prenante de la gestion de la chose publique. Et ceci n'a jamais pu avoir lieu. Et il est vrai que la multiplicité de ces identités, la multiplicité de ces devenirs individuels, confrontés aux réalités des autres, avec leur histoire, leur tradition, fait que le peuple est dissemblable, la population est dissemblable par rapport à l'un, par rapport à l'autre, et on a toujours voulu réduire ça à cette unité, à cet un qui donnait en quelque sorte le là de la liberté en valorisant le privilège du savoir, le privilège de l'être dépendant avant les autres. François Cusset, vous dites que vous avez écrit ce tract parce que vous aviez une inquiétude, une peur que les liens avec la jeunesse s'étiolent, disparaissent, que les langages ne soient plus les mêmes. Ça fait penser évidemment à ça. Oui, je crois qu'on est en phase de... Enfin, il y a un risque de rupture de communication et de compréhension politique entre les générations. Dans ces mouvements, effectivement, qui intéressent la jeunesse, il y a une série de causes qui ne sont pas du tout nouvelles, qui sont anciennes. D'ailleurs, on pourrait dire que la haine de l'émancipation, c'est finalement la haine de 68. Quand est-ce qu'on a vu converger des questions écologistes, des questions antiracistes, féministes, etc., sur l'homosexualité? C'était finalement ce moment 68, pas seulement en France. Sauf que entre l'étau, effectivement, de cette hostilité idéologique contre ces mouvements et les grincheux de la vieille génération qui ne s'y retrouvent pas et qui ne retrouvent pas leur mouvement social unitaire d'autrefois, on risque vraiment de perdre, effectivement. Et puis, il y a même un truc de langage, c'est-à-dire que la façon qu'ils ont de parler, d'essayer de se défaire des assignations, d'employer et parfois d'imposer un vocabulaire, justement, antidiscriminatoire, tout ça gêne. Donc moi, j'ai vraiment voulu explorer à l'échelle de ce court texte et ce langage et ces mouvements pour montrer qu'ils nous concernent tous et qu'effectivement ce dont il s'agit, c'est finalement le capitalisme, puisque c'est de ça qu'on parlait, a eu ce double effet, historiquement, à l'échelle de l'histoire moderne, d'abord d'émanciper, souvenons-nous que le premier qui l'a dit, c'est Karl Marx, d'abord un mouvement d'émancipation, effectivement, par rapport aux traditions, par rapport justement au regroupement identitaire, au monde rural et cyclique et naturel d'autrefois, et dans un deuxième temps, dans lequel nous sommes aujourd'hui, un mouvement d'aliénation générale, de destruction des subjectivités, de ravage de la nature, et effectivement d'exploitation économique. Donc, on doit s'installer dans cette ambivalence et renouer le dialogue avec cette jeunesse qu'on voit effectivement dans les rues et dans les mouvements sociaux actuels. Dernière question, Michel Riosarcès, sur la jeunesse, justement, c'est elle qui est aujourd'hui... Mais là, nous payons en quelque sorte toute l'histoire du racisme, de l'antiféminisme, de la misogynie, qui a réduit les individus à des identités dépendantes, avec tout ce que ça implique comme justification des inégalités. La science s'y est mise. Je dirais presque que les intellectuels ont contribué à réduire précisément cette dimension libre à laquelle aspirait la totalité des individus. Et aujourd'hui, il y a ce retour de bâton particulièrement révélateur. Nous vivons un moment de vérité où les illusions du passé s'effondrent, et en même temps, cette revendication, cet éveil, qu'est-ce que ça veut dire le woke? C'est l'éveil. Cet éveil et cette vigilance permanente par rapport à ces assignations risquent aussi
dans l'état actuel des choses, avec l'importance des médias, l'importance du système publicitaire, d'une certaine manière, de réduire aussi ces mouvements à d'autres identités qui entrent en contradiction avec d'autres catégories. Et ça, il faut être extrêmement vigilant parce que ça manque de réflexion critique par rapport au passé, de désignation des responsabilités collectives, du libéralisme et du capitalisme qui triomphent de manière éhontée à l'heure actuelle. Et donc, il faut saisir ce mouvement de manière déterminante et faire en sorte que la liberté puisse advenir réellement dans la conflictualité, mais aussi dans la conscience. Et on peut évidemment le faire en lisant ces deux ouvrages. Merci beaucoup Michel Rieussarcet d'être venu. Je rappelle le titre de votre livre, L'émancipation, entraver l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle. C'est aux éditions La Découverte. François Cusset, merci également. Vous publiez ce tract dans la collection Tract Gallimard intitulé La haine de l'émancipation, debout la jeunesse du monde.